Bienvenue dans la quotidienne du CETIM, une heure de débat et d'échange sur les thèmes qui préoccupent les industriels. C'est l'élément le plus léger du tableau de Mendeleïev, mais il prend de plus en plus de poids dans nos vies. Il peut alimenter des machines statiques pour générer de l'énergie, mais aussi des moyens de transport, avec la promesse de ne rejeter que de l'eau. Alors vous l'avez compris, notre émission aujourd'hui, elle est consacrée à l'hydrogène. Quelles opportunités pour les industriels, en particulier de la mécanique? Est-ce un levier de souveraineté? Quelles sont les pistes technologiques actuelles et futures, suivies et à suivre? Eh bien, on voit ça tout de suite avec nos invités du jour. Anaïs Voigilis, directrice associée de June Partners. Bonjour. Bonjour. Et Loïc Buffet, responsable du Centre de développement zéro émission, le ZEDC, chez Airbus Atlantique Nantes. Bonjour. Alors, on va commencer avec une question que tout le monde se pose, évidemment, ici à Global Industries. Quelles sont les opportunités pour les mécaniciens qui sont les opportunités liées à l'hydrogène? En gros, comment on peut bosser dans l'hydrogène quand on est mécanicien? D'abord, l'hydrogène, Loïc Buffet, on va revenir un petit peu avec vous juste pour fixer les idées. L'hydrogène, c'est un élément qu'on connaît depuis toujours et qu'on utilise déjà depuis un moment. Oui, alors moi j'ai la chance de travailler et le privilège de représenter Airbus aujourd'hui, donc je peux vous dire que Airbus, on n'est pas les premiers à parler d'hydrogène. Le premier vol à propulsion hydrogène cryogénique, c'était en 1988, c'était un avion russe, donc le Tupolev 155. Donc c'est quelque chose c'est une technologie qui est déjà pas démontrée naturellement, qui est en cours de développement, mais qui depuis des années suscite l'intérêt de nombreux industriels, de nombreux mécaniciens. Donc pour revenir à votre toute première question, l'hydrogène, il faut le voir à la fois au début de la chaîne de production, donc comment on produit l'hydrogène, donc c'est premier élément, première opportunité pour les mécaniciens, comment on le comprime, comment on le stocke, soit sous sa forme gazeuse ou liquide, et puis enfin comment on le distribue, comment on l'utilise, quels que soient les usages industriels, terrestres, maritimes ou aériens. La production, c'est presque un boulot de chimie, on va dire. Faut trouver une solution pour transformer certaines choses, aller chercher l'hydrogène dans des molécules existantes. Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis pas spécialiste de la production, mais de manière très simple, il y a trois manières de récupérer l'hydrogène, soit à partir d'éléments bionaturels, comme le gaz naturel, par exemple, soit à partir d'eau, notamment l'électrolyse de l'eau. Et puis j'en oublie la troisième parce que c'est le stress du direct, mais principalement il y a la biomasse, il y a le gaz naturel, le méthane, voilà, par exemple le méthane qui est le plus commun, et puis l'électrolyse de l'eau. Donc j'ai retrouvé les trois. Dans des voitures, on a déjà essayé pas mal il y a quelques années de faire des choses avec du méthanol, Oui. Craquer le méthanol pour récupérer l'hydrogène. Donc c'est une réaction très simple Quand on parle d'électrolyse de l'eau, il s'agit de casser la molécule d'eau pour justement produire de l'hydrogène, produire de l'oxygène qui peut être soit rejeté, soit réutilisé et générer un courant électrique. Et donc pour ce qui est du méthane, par exemple, le procédé le plus courant, c'est le vaporéformage du méthane. Donc de la vapeur, donc de l'eau à très haute température, du méthane, pour produire de l'hydrogène, avec l'inconvénient bien sûr que là on génère énormément de CO2. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'hydrolyse de l'eau fait rêver tout le monde. On se dit c'est fantastique, on va mettre une éolienne, on va faire du courant avec et puis on va récupérer de l'hydrogène et de l'oxygène, ça va être formidable, ça va être très bien. Mais en fait, quand on fait de l'hydrogène actuellement, c'est plutôt en craquant des molécules des dérivés du pétrole et en fait, c'est pas si propre, quoi. Non. Ce qui fait que ça peut être polluant comme ça peut être pas polluant finalement, l'hydrogène. On parle production, on parle stockage ensuite, parce qu'effectivement, quand on a produit cet hydrogène, il faut le stocker quelque part. Alors là, par contre, c'est des choses que vous connaissez très très bien. Alors moi, je vais vous parler du stockage, en tout cas, que l'on prévoit de faire dans l'avion. On a, donc vous le savez, l'hydrogène occupe 4 fois plus de place en termes de volume que le kérosène, par exemple. Donc pour développer les avions de demain, ça oblige les industriels, les avionneurs, à prévoir un volume 4 fois plus important d'hydrogène comparativement au volume de carburant actuel. Donc ça, c'est un premier défi, avoir des volumes de stockage et des solutions de stockage efficientes et forcément qui soient compatibles avec l'architecture du produit final. Bon là, je vous parle d'avion, mais c'est vrai pour l'ensemble des produits qui vont embarquer de l'hydrogène.
Donc ça, c'est vraiment un défi clé, le stockage. Et après, en fonction de comment est stocké l'hydrogène, soit sous une forme gazeuse, soit sous une forme cryogénique, là aussi, il faut imaginer des solutions de stockage qui sont complètement différentes. Donc le tronc commun, c'est bien sûr la résistance à la pression en fonction des pressions qui sont embarquées. Le tronc commun, c'est aussi toute la partie étanchéité, parce que vous l'avez dit au début, on est sur la molécule la plus petite qui soit. Donc ça, c'est évidemment un défi, quel que soit le milieu mécanique qui est étudié. Pour nous, Airbus aussi, un élément complémentaire, c'est l'aspect cryogénique. Donc pour cela, on s'inspire beaucoup de nos collègues d'Ariane, qui travaillent dans le spatial sur l'hydrogène depuis des années. Mais là, quand on parle de cryogénie, il faut aussi garantir une étanchéité et une performance thermique vraiment importante, parce que vous savez qu'il y a un phénomène d'ébullition naturel qui se crée dans le réservoir. Et donc pour limiter au plus strict minimum ce phénomène d'ébullition qu'on appelle le boil-off, il faut isoler le mieux possible le réservoir par rapport à la température ambiante. Alors dans un avion, en plus, c'est compliqué parce que la température au sol et la température quand on est en vol, elle est un petit peu différente, quoi. Oui. Effectivement, c'est un petit peu touchy quand même, Ce qui est touchy, c'est que tout ce qu'on évoque en ce moment sur la partie stockage, donc le réservoir, il faut aussi l'appliquer à la distribution. Si on imagine distribuer de l'hydrogène sur plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres jusqu'à un turboréacteur par exemple, il faut appliquer les mêmes conditions, la même performance d'étanchéité, de performance thermique, de résistance à la pression. Ça veut dire aussi un certain nombre de vannes de sécurité tout au long des circuits pour garantir qu'on est dans les bons niveaux de pression et pouvoir faire cette ébullition naturelle, cet échappement naturel de l'hydrogène gazeux si jamais on a des niveaux de pression qui sont dans la limite de ce qui est acceptable. Et ça, c'est la distribution dans l'engin, mais en fait, quand on parle distribution, on pense aussi distribution du carburant, oui, notamment dans le mode automobile, parce qu'on parle beaucoup d'automobiles à hydrogène, mais du coup, on peut pas utiliser des pompes à essence comme les autres. Enfin, ça mérite quand même quelques petits ajustements, ne serait-ce que pour supporter des pressions qui sont énormes, alors que le gasoil, ça se stocke à pression atmosphérique. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Là aussi, il y a des défis pour les industriels. Il y a de la place parce qu'effectivement, tout est à faire, hein. Après, il y a effectivement l'utilisation. La distribution, c'est bien, c'est d'aller dans une station ou d'aller au pied de l'avion. Et puis après, il faut effectivement arriver à remplir son réservoir ou ses réservoirs, parce que manifestement, ça prend plus de place. Donc en fait, sur toute cette chaîne, on voit qu'il y a des pièces mécaniques, en fait. Oui. Vous nous rassurez. Complètement. Oui, complètement. Le stockage, la distribution. Là, j'ai pas le détail en tête ou les chiffres en tête, mais pour avoir échangé avec des personnes de Hydrogen Europe il y a quelques semaines, il est prévu d'installer de mémoire 100 refueling stations à hydrogène pour la mobilité terrestre par année. Donc il y en a à peu près entre 100 et 200, c'est l'ordre de grandeur en Europe. Donc imaginez bien que d'ici 10 ans, c'est bien plus de 1000 stations hydrogène qui seront développées sur le territoire européen. Donc on parle d'une station tous les 100 à 150 km. Donc évidemment, il y a l'alimentation de ces stations en hydrogène, donc toute la partie logistique amont pour alimenter ces stations. Il y a l'opération de ces stations elles-mêmes, toute la partie usage qui en découlera. Donc on est sur un développement... en tout cas, je ne sais pas si massif, c'est le bon terme, en tout cas un développement quand même très fort, une forte accélération des solutions hydrogène, quel que soit le domaine. Oui. Anaïs, vous êtes on parlera de l'hydrogène comme levier de souveraineté ensuite. Vous êtes en contact avec beaucoup d'entreprises au quotidien. L'hydrogène pour eux, c'est quoi, et notamment de l'industrie manufacturière. L'hydrogène, ils en parlent comme quelque chose, c'est un rêve ou c'est un marché qu'ils envisagent? Alors aujourd'hui, on va différencier entre les usages que les entreprises peuvent faire de l'hydrogène. Et dans ce cas-là, on va avoir des maturités sectorielles qui sont extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hydrogène est surtout vu comme une solution pour décarboner les industries lourdes, notamment tout ce qui va être production d'acier, d'aluminium. Ce qui pose des questions parce que, en fait, dans la décarbonation, on met souvent en avant l'hydrogène alors qu'il y a peut-être des solutions alternatives.
et qui pose la question de est-ce qu'on arrive à acheminer de l'hydrogène vert jusqu'à ces sites de production. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler que 95% de l'hydrogène produit en France est issu d'énergie fossile. Donc si on veut passer à 100%, alors il y a 60% de l'hydrogène produit qui est à destination de la production de pétrole, mais si on veut passer à 100% de production d'hydrogène décarboné, bas carbone, il y a quand même un effort aussi d'avoir la capacité de production d'électricité. Donc c'est bien toute une chaîne de valeur à repenser. Donc il y a ces industriels qui sont matures parce qu'ils ont un enjeu de décarbonation très fort. Et puis après, il y a les autres industriels qui finalement y songent assez peu aujourd'hui ou comme ayant éventuellement un rôle de fournisseur de solutions pour les gens qui vont créer des applications utilisant l'hydrogène. Donc ça va être des sous-traitants qui vont se dire aujourd'hui on est dans tel secteur, est-ce qu'on ne pourrait pas aller se positionner dans l'hydrogène en fournissant certains industriels qui vont fournir des solutions. Donc je pense par exemple des gens qui pourraient travailler avec EODev. EODev, c'est ceux qui font les groupes électrogènes voilà, à base d'hydrogène qui peuvent alimenter des salons comme celui-ci. Vous avez des gens comme Terega qui sont à Pau, qui travaillent sur les solutions de stockage. Et donc là, on a des gens qui finalement vont sur une solution finale et qui vont travailler avec un ensemble de sous-traitants. Et donc le but, c'est que des sous-traitants français qui sont positionnés dans d'autres secteurs se rapprochent de ces acteurs-là pour qu'on ait une chaîne de valeur totalement intégrée sur le territoire national. Oui, et on le voit souvent, on pense hydrogène en se disant c'est un carburant. C'est vrai, c'est un carburant. Et naïvement, on se dit on pense surtout à l'application de l'hydrogène pour faire quelque chose, mais en fait, il y a de la place pour la mécanique partout avant, parce que effectivement, l'hydrogène, c'est pas une ressource naturelle. Enfin, il en existe de l'hydrogène naturel, mais pas partout. Mais il faut aller loin. En tout cas, pas partout. Faut aller très très loin pour aller le chercher. Donc, c'est pas très rentable. Avant la deuxième partie, la deuxième question. Aujourd'hui, on va, comme tous les jours, aller faire un tour sur l'espace réindustrialisation responsable avec Xavier Fodor. Donc tous les jours, avec une appli dédiée, on y interroge les visiteurs du salon sur les grands enjeux de la transformation de leur entreprise, avec un focus environnement, évidemment. Et donc, allons voir aujourd'hui avec Xavier si l'hydrogène arrive en bonne place dans les préoccupations des industriels. Xavier, vous êtes là ? Oui, je suis tout à fait là. Bonjour Jean-Sébastien. Effectivement, nous sommes sur cet espace réindustrialisation responsable avec le responsable de cette animation qui est Benoît Gauthier. Alors Benoît, quelle est tout simplement la question du jour qui a été posée et quel est le résultat qui arrive en tête ? Alors, sur cette animation qui est située à l'entrée du hall 6, on parle de réindustrialisation responsable avec une animation essentiellement digitale de nombreuses vidéos qui sont classées autour de 4 grands thèmes. L'entreprise numérique, les défis autour de l'environnement, les défis autour de l'organisation de l'entreprise et enfin les technologies. Et donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées aux visiteurs qui choisissent ces vidéos pour avoir un petit peu son ressenti par rapport au grand thème de la réindustrialisation. Alors en particulier, on l'a demandé au niveau de la voiture électrique. On lui a donné 4 options. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous roulez avec un véhicule électrique ? Est-ce que vous préféreriez de l'hydrogène ? Ou est-ce que non, jamais, il ne faut pas vous parler d'électricité ? Et je dois dire que les résultats prouvent qu'il y a encore du travail à faire, puisque nous avons environ 30% des répondants qui y croient, 20% qui roulent avec un véhicule électrique, seulement 10% qui sont intéressés par une alternative hydrogène et quand même 40% qui disent non jamais, je ne veux pas de voiture électrique. Donc je pense qu'il y a encore du travail d'évangélisation à réaliser dans ce domaine pour la réindustrialisation. Donc pour répondre clairement à votre question, Jean-Sébastien, donc 10%, il y a du travail à faire. À vous. Tout est à faire encore. En tout cas, on veut bien travailler dans l'hydrogène, mais rouler avec une voiture qui marche à l'hydrogène, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. C'est peut-être une question de design après tout. Donc on le voit en tout cas, les industriels, ils pensent à cet hydrogène et au marché que ça peut représenter. Mais au-delà des opportunités, est-ce que ça constitue, donc comme on le disait tout à l'heure, un levier de souveraineté, cet hydrogène ? Anaïs, je vous laisse la parole. Alors un levier de souveraineté, oui, mais il faut aujourd'hui qu'on clarifie notre feuille de route en termes d'hydrogène. Avant de venir, je relisais un peu les discours entre ce que pouvait dire Bruno Le Maire. Moi, il y a toujours une question qui m'a interrogée. Dans le cadre de France 2030, on dit la France doit devenir le leader mondial de l'hydrogène vert. Le vert est important. Pour l'instant, on est plutôt gris. Important. Moi, je préfère, on est plutôt gris, mais je préférerais dire bas carbone. Et on se dit très bien, mais
C'est quoi l'ambition derrière? Est-ce que c'est devenir le leader mondial dans la production d'hydrogène bas carbone, en alternative à d'autres carburants qu'on pourrait utiliser, donc notamment le pétrole? Et là, il y a un enjeu de souveraineté, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Et ou est-ce que c'est le leader mondial dans le fournisseur de solutions? C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un enjeu de souveraineté qui est d'être capable, au moins un enjeu économique en termes de balance commerciale, d'être capable de fournir les véhicules qui vont utiliser l'hydrogène, les camions et toute la mobilité lourde qui va utiliser de l'hydrogène. Également, la question se pose dans le maritime et dans le domaine du fret maritime. Et là, on voit que la position, finalement, elle n'est pas très claire, avec des rapports de force qui se jouent au sein des filières entre de très grands acteurs qui se positionnent sur le sujet et puis les plus petits acteurs qui ont parfois du mal à avoir voix au chapitre. Et puis en face de nous, on a des acteurs européens qui ont aussi envie de prendre une place clé dans l'hydrogène, soit les Pays-Bas, ou l'Allemagne, qui met des montants similaires à la France en termes d'investissement. La France, c'est 7 milliards dans le cadre de France 2030, dont 2 milliards à très court terme. L'Allemagne, c'est 9 milliards d'ici à 2030, plus 2 milliards entre 2030 et 2040. Et l'ambition de l'Allemagne, transmise par Peter Altmaier, qui est l'homologue allemand de Bruno Le Maire, j'ai trouvé mes mots, c'est de devenir leader mondial dans les technologies utilisant l'hydrogène décarboné. Et donc on est déjà sur un positionnement et qu'on reconnaît à travers la structure industrielle de l'Allemagne, c'est-à-dire notamment avec une place prépondérante de l'automobile. Et donc l'Allemagne veut préserver ce qui a aussi fait sa force industrielle. Et elle est aussi très forte dans le secteur de la machine-outil et dans bien d'autres secteurs. Et donc nous, on a du mal à clarifier notre ambition industrielle. Comment se projette la France là-dedans? Et on a en plus une concurrence mondiale qui va être féroce avec le Japon, la Chine qui a un plan déjà à 15 milliards, la Corée du Sud, les États-Unis, 15 milliards mis sur la table. Alors pas uniquement sur l'hydrogène, c'est aussi tout ce qui va être capture du carbone et stockage. Mais on voit bien que finalement, si on n'arrive pas à clarifier notre ambition et à mettre en mouvement l'ensemble du tissu productif, c'est-à-dire comment les grands groupes accompagnent aussi le développement de nos PME et de nos ETI dans cette bataille de l'hydrogène, on risque d'investir beaucoup d'argent à perte. Oui, parce que pour l'instant, en plus, il n'y a pas vraiment d'écosystème en fait dans ce domaine. C'est tout le monde commence, tout le monde a sa petite solution. On a beaucoup d'acteurs on part pas en retard comme on a pu le faire. Si aujourd'hui on parle du véhicule électrique et des batteries, on est en retard. Dans l'hydrogène, on n'est pas en retard. On a beaucoup d'acteurs, mais il faut que ces acteurs arrivent à coopérer. Et donc, si l'État veut se positionner en chef d'orchestre, qu'il favorise les synergies plutôt que la compétition. Oui, puis effectivement, les Allemands, ils sont équipés déjà. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour créer les machines qui vont produire et utiliser surtout l'hydrogène. Nous, effectivement, on est un peu moins dotés. On va le dire comme ça. Il y a une question que je me pose, c'est l'intérêt de l'hydrogène. Pour ça, est-ce que ça répond est-ce que ça répond aux rêves des gens qui n'ont pas de pétrole? Tout bonnement, on se dit, j'ai pas de pétrole, mais l'hydrogène, tout le monde peut en avoir. Alors, est-ce que c'est un moyen de se libérer des énergies fossiles qui sont pas chez nous et qu'on est obligé d'importer, qu'on est obligé de payer de plus en plus cher? Est-ce que c'est l'intérêt du stockage? Parce qu'on sait que dans l'énergie, on sait en fabriquer, on sait faire de l'électricité, mais notre problème, c'est toujours de stocker tout ça, de stocker l'énergie pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et surtout quand on a des sources d'énergie intermittentes. Quel est votre sentiment à tous les deux sur ce sujet? Ouais, je laisserai Anaïs compléter, mais ce que j'ai vu récemment sur le site aussi de Hydrogen Europe, c'est l'ambition en 2050 d'avoir l'équivalent d'un quart des besoins énergétiques de l'Europe qui sont couverts par l'hydrogène. Alors, hydrogène bas carbone, naturellement, c'est ça l'ambition. Après, quelle est la proportion d'hydrogène produit en Europe, quelle est la propulsion d'hydrogène importée? Ça, c'est encore des choses qui sont, je crois, en discussion. Mais l'ambition, c'est bien de se libérer. Et donc, oui, ça répond à en tout cas, une de vos interrogations, de se libérer des pays qui nous exportent massivement le pétrole aujourd'hui. Ouais. C'est un des enjeux, clairement. Un des atouts, en tout cas, de cette énergie. On parlait d'hydrogène vert tout à l'heure. Est-ce qu'on risque pas tout bonnement d'être concurrencé par des gens qui font d'hydrogène pas vert, tout bonnement, et qui du coup le feraient un peu moins cher que nous? Alors oui, il y a toujours un risque de concurrence, en tout cas au sein de l'Europe, parce que finalement la France aujourd'hui, elle a une position pour produire cet hydrogène vert
plus naturel que d'autres, c'est qu'on a un mix énergétique qui fait déjà que quand on va le faire par électrolyse, donc en utilisant de l'eau et de l'électricité, on va le faire à partir de production d'électricité déjà bas carbone, ce qui est un avantage compétitif par rapport à d'autres pays où il va y avoir massivement des centrales à charbon. Et donc là, c'est tout le jeu de comment est-ce qu'à un moment, on met aussi une exigence environnementale là-dedans. Et on sait que le rapport de force sur les questions énergétiques est très fort, et notamment en Europe. Quand on a eu toutes les questions de taxonomie, de savoir si on devait considérer le nucléaire comme une énergie verte ou pas, et le nucléaire se retrouve comme énergie de transition au même titre que le gaz, en raison d'un rapport de force avec l'Allemagne, on se rend compte que finalement, même à l'échelle de notre continent, parce qu'on la question ne va pas amener une réponse aussi simple que ça. Et l'autre chose, c'est que oui, l'hydrogène, c'est une réponse en termes de souveraineté, mais ça va poser des questions, parce qu'on parle le stockage. C'est que le stockage, c'est quand même en général c'est 4 fois plus volumineux en termes d'espace que le kérosène. C'est plus léger, mais c'est plus volumineux. Et donc, c'est comment est-ce que ça se traduit en termes d'aménagement territorial aussi. Comment on gère ça, comment on l'intègre dans notre paysage, comment on gère les risques afférents. Et toutes ces questions, on n'en est qu'aux prémices, et il va falloir accélérer si on veut espérer préserver notre souveraineté et prendre une marge d'avance sur ceux qui pourraient nous concurrencer sur du moins cher. Et puis il y a des industriels qui sont aussi en train de s'entendre pour essayer de travailler un hydrogène décarboné beaucoup moins cher. Et je pense qu'avec la maturité, on va aussi réduire à terme les coûts de production. Ouais. Puis on a des acteurs qui ont déjà un petit peu d'expérience dans tout ce qui est gaz liquide en particulier, cryogénie, etc. On a des airs liquides, des gens qui savent faire des choses. Si je peux compléter, la réglementation est effectivement un point clé. Et les acteurs qui produisent aujourd'hui de l'hydrogène bas carbone à partir d'énergies renouvelables mettent aussi l'argument du local en avant, en se disant comme on utilise des énergies sur d'énergie locale, éolien, photovoltaïque ou autre, ça permet aussi de distribuer localement l'hydrogène, et donc ça peut être pour le coup un facteur de compétitivité parce qu'on vient le distribuer au plus court et au plus tôt. Juste une question. Pour un avion, pourquoi on veut mettre de l'hydrogène dans un avion plutôt que du kérosène ? Alors pour plein de raisons. La première, c'est bien sûr notre ambition, zéro émission, les quelques lettres qui m'ont échappé. Dans la stratégie d'Airbus, il n'y a pas que l'hydrogène pour faire du zéro émission. Il y a ce qu'on appelle aussi les carburants, les SAF, Sustainable Aviation Fuel. Et puis il y a aussi le fait de mieux opérer les avions, que ce soit à travers les trajectoires ou que ce soit à travers toutes les opérations au sol qui peuvent être faites non pas par l'avion lui-même, mais par des organes additionnels. Et donc pour répondre précisément à votre question, il y a bien sûr le fait d'avoir un carburant bas carbone. Il y a aussi le fait d'avoir un carburant qui a une densité énergétique énorme, 3 fois plus importante que le kérosène. Donc forcément, on emmagasine certes un volume important dans l'avion, mais on a une énergie vraiment très importante dedans, puisqu'on a cette densité énergétique qui est 3 fois plus élevée. Et puis enfin, on a l'aspect économique où c'est un pari sur l'avenir, mais on prédit que dans 5, 10, 15 ans, ce sera plus économique de voler à l'hydrogène que de voler au kérosène. Donc il y a toujours pour une fois c'est l'environnement qui prend le dessus. C'est l'environnement qui prend le dessus. On veut d'abord réduire les émissions et puis après il y a un aspect économique, alors que d'habitude c'est plutôt justement on fait de l'environnement pour des raisons économiques. Curieux. Non, mais oui, mais pas tellement, parce que je pense qu'un jour on va se rendre compte qu'il y a aussi un enjeu économique à traiter la question environnementale. Il y a une chose, je pense, qui peut être intéressante à préciser, c'est que on se demande pourquoi l'aéronautique, l'aérospatiale de manière générale, c'est clé, mais c'est parce que c'est 2,5% des émissions de CO2, mais 5,1% des causes du réchauffement climatique, et notamment en raison d'émissions qui ne sont pas que des émissions carbone, les traînées de condensation qui ont un rôle dans l'effet de serre, ce genre de choses, et que donc ces alternatives peuvent être intéressantes, mais elles vont aussi obliger, je pense, mais vous êtes plus expert que moi, à repenser peut-être nos habitudes de vol, puisque si je m'abuse, avec l'hydrogène, c'est des vols qui vont être un peu plus longs. Pas forcément, mais en tout cas, on est sur des vols plus courts. Ouais, donc, on sera sur des distances au début de 1000 à 2000 nautiques. Donc, on est sur du moyen court courrier. On est sur des vols continentaux. Et on pourra embarquer qu'une centaine de passagers maximum. Donc c'est sûr que en termes de, si on veut aller loin, pour le coup, il faudra prendre plusieurs avions.
Mais comme vous l'avez dit, ce qui est important pour l'industrie aéronautique, c'est pas de regarder uniquement l'effet sur le carbone, mais regarder aussi l'effet sur les NOx, donc les oxydes d'azote, les émissions de NOx, les émissions de traînées de condensation. En fait, on regarde le potentiel de réchauffement global et l'impact de ce carburant alternatif et des solutions qu'on va implémenter dans l'avion pour limiter ce potentiel de réchauffement. Ouais, c'est pas juste un caprice, hein, c'est vraiment une solution là pour le coup. Non, mais on le voit plus là que pour l'automobile. L'automobile, on s'est rué sur les batteries, sur les véhicules électriques, mais on a besoin de quantités d'énergie qui sont nettement moindres. Voilà. Et là, effectivement, c'est une solution. On fait pas un proto juste pour voir comment ça fait. Il y a une réalité industrielle et économique derrière, quand même. Oui. Oui, pour la question que vous allez peut-être me poser après, mais en termes d'utilisation de l'hydrogène, on est vraiment sur une utilisation qui est hybride, soit de la combustion directe, comme on le fait avec le kérosène aujourd'hui, dans la chambre à combustion du réacteur. Donc ça sous-entend quand même des modifications assez fortes sur le réacteur en lui-même, hein, puisque notamment les températures de combustion sont pas les mêmes. Toute la partie refroidissement qui était en partie réalisée par des échangeurs thermiques avec le kérosène, pour le coup, ne pourra pas être assurée de la même manière avec l'hydrogène. Donc là, je vous donne 2 exemples qui montrent les domaines technologiques dans lesquels les motoristes, principalement, vont devoir travailler. Et pour notre prochain laboratoire volant, on a donc c'est un 380 qu'on va rétrofitter pour embarquer un 5e moteur qui lui tournera à l'hydrogène. On s'est associé à CFM pour le réaliser. Donc c'est eux en fait qui vont plancher sur cette fameuse chambre à combustion et l'ensemble propulsif compatible de brûler de l'hydrogène. Et donc l'autre manière de l'utiliser, c'est plutôt une manière hybride assez proche de l'automobile, mais là encore on a encore tout à développer dans l'aéronautique. Donc ce serait d'avoir des moteurs électriques qui auraient du courant distribué grâce à la création d'électricité fournie par une pile à combustible. Alors justement, on va passer sur la 3e partie où là on va se faire plaisir, en tout cas pour les technophiles et les mécaniciens et tous les industriels qui nous parlent, enfin qui nous regardent, pardon. Mobile ou pas, c'est quels sont les défis technologiques. Alors on en parle, moi il y a juste une question, on peut se replonger là-dessus. L'hydrogène c'est un carburant, on dit qu'on peut utiliser un moteur classique dans un avion, aussi dans une voiture, en mettant de l'hydrogène. Vrai, faux ? Non, c'est pas tout à fait un moteur classique, ouais. Parce que effectivement, quand on regarde la réaction, on a une réaction donc avec un combustible et un comburant, hydrogène-oxygène, et une source de chaleur. Mais tout l'environnement autour est différent en fait. Si on regarde donc le moteur à réaction tel que je vous l'ai exprimé juste avant, alors je suis pas un spécialiste, mais ce que je comprends, c'est que tous les phénomènes, mais les matériaux doivent être revus parce qu'on n'est pas dans les mêmes températures et on n'a pas une réaction du même ordre. Donc il y a un travail sur les matériaux. Il y a un travail sur la thermique parce que la manière de conduire les flux et puis la manière de les refroidir seront forcément différents. Il y a un travail sur l'étanchéité, parce que vous l'avez dit en introduction, c'est aussi une molécule qui a une volonté forte de s'échapper. Donc pour tous les mécaniciens, quel que soit le domaine, mais pour les motoristes, c'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai probablement dans les autres domaines, il y a toute cette partie-là à regarder. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est un passe-muraille quand même l'hydrogène. Oui. Tout est perméable à l'hydrogène, c'est effrayant. Oui, et c'est pour ça que dans nos développements actuels, on regarde toutes les solutions de stockage, distribution. Et ce qui est important, bien sûr, c'est de les dimensionner très correctement avec nos partenaires mécaniciens sur l'aspect résistance à la pression, résistance à la fuite. Sont vraiment des choses importantes. Et puis ce qu'on regarde, c'est le comportement thermique de l'hydrogène stocké dans ces fameux réservoirs. Ce qu'on souhaite, comme on l'exprimait au début, c'est de limiter la perte naturelle, parce qu'on sait aussi que la perte est un enjeu fort. Dernièrement, il y a eu quelques études qui ont expliqué que effectivement les pertes d'hydrogène dans l'atmosphère pouvaient aussi avoir un effet sur le réchauffement. Donc l'objectif, c'est de l'utiliser et d'utiliser peut-être pas 100%, mais 99%, mais pour avoir un niveau de perte vraiment très faible et du coup avoir l'effet escompté sur le réchauffement climatique. Pas polluer avec les pertes. L'hydrogène, ça fragilise aussi. Hein, c'est pareil, ça fragilise les pièces mécaniques, le métal. Oui, il y a un vrai défi pour tous ceux qui travaillent dans les matériaux là, pour effectivement regarder comment se comportent les matériaux sur leur durée de vie par rapport à cette fragilisation dont vous parlez. Ouais. Oui. Il y a un enjeu de sécurité quand même aussi avec toute cette techno-là. L'hydrogène, c'est associé à l'oxygène en conditions stoichiométriques, c'est pas très très bon.
Ouais, c'est quelque chose, je pense, qui est forcément maîtrisé par un paquet d'industriels plutôt oil and gas. Enfin, quand on voit nos partenaires comme Air Liquide ou même des industriels comme Ariane, ils maîtrisent ce sujet-là depuis des dizaines d'années puisqu'ils le pratiquent. Donc pour toutes les personnes qui se lancent dans l'hydrogène, c'est évident qu'il y a des compétences à acquérir, une compréhension globale de comment fonctionne cette molécule et de toutes les installations à mettre en œuvre pour se prémunir du moindre accident. L'objectif, c'est vraiment d'éviter l'accident quoi qu'il arrive. Ouais. Allez, si on commence à avoir des accidents avec l'hydrogène, évidemment, historiquement, on pense à des zeppelins qui brûlent, hein, mais on a quand même dépassé ça depuis longtemps. Quels sont les points qui restent bloquants ? Là, on voit a priori les développements se multiplient. Il y a un centre d'Airbus qui travaille sur le zéro émission. Donc, on voit que la technologie avance, tout va bien. Est-ce qu'il y a des points qui sont plus bloquants que d'autres ou vraiment là, ça va être chaud à déverrouiller ? En fait, on est au démarrage d'une aventure, en tout cas pour ce qui est de mon domaine. Donc, on ouvre énormément de champs. Donc, c'est compliqué de vous dire qu'il y a des points bloquants. Par contre, on a beaucoup de challenges sur beaucoup de dimensions techniques. Si j'en cite quelques-unes, on a tout ce qui est équipement, valves, où là, il y a des choses qui existent pour justement conduire l'hydrogène et puis gérer tous les phénomènes de surpression, tous les phénomènes d'échange thermique aussi, mais qui ne sont pas forcément applicables à toutes les industries. Par exemple, pour l'industrie aéronautique, c'est clair qu'on cherche de la performance en termes de masse aussi, donc ce qui existe sur le marché n'est pas forcément compatible avec nos objectifs de masse. Donc on a un défi sur la chaîne de distribution et tous les équipements associés. On a un défi sur le stockage, mais ça on en a déjà, je pense, longuement parlé, résistance à la pression, les fuites et puis la performance thermique. On a le défi en fait de pas faire des solutions trop complexes. Donc si je prends l'exemple de l'avion, notre objectif c'est que les compagnies aériennes aient les capacités financières pour s'offrir ces avions. Donc il est hors de question de proposer sur le marché des avions qui soient pas dans les mêmes ordres de prix que les avions actuels. Surtout si on transporte moins de passagers. Exactement. Donc on peut avoir en contrepartie, mais c'est pas pour tout de suite, un coût d'exploitation moindre. Mais là encore, on est sur une image, on n'est pas sur une réalité. On peut supposer que le coût d'exploitation peut être intéressant si à terme l'hydrogène produit est compétitif. Mais néanmoins, les avions, et je pense que c'est la même réflexion pour tous ceux qui se lancent dans l'hydrogène. L'objectif, c'est qu'il y a déjà un marché qui existe. C'est de pas proposer des produits qui sont complètement décrantés par rapport au prix du marché. Sinon, ça restera des produits de développement et pas des produits d'usage de masse. Des jolis protos hors de prix. Voilà. Oui, dernier point, on n'en a pas parlé, les composites, on se fait plaisir avec les composites quand on parle d'hydrogène. C'est un domaine qui s'associe bien en tout cas. Ouais, c'est un domaine qui s'associe bien. Ouais, y a pas mal d'industriels qui ont déjà des solutions en composite. C'est un domaine que je regarde aussi, mais dans l'aéronautique, c'est toujours l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on cherche à se rassurer avec des solutions qui sont métalliques, qui sont par nature plus lourdes, mais en tout cas au démarrage plus simple à mettre en œuvre. Et puis effectivement, l'étape d'après, alors je ne sais pas si on parle de dans 5 ou dans 10 ans pour nous. Pour certains, c'est aujourd'hui, mais pour nous, ce sera plus tard. C'est des solutions composites, oui. Donc des réservoirs composites. Mais là encore, comme je vous le disais au début, on a énormément de choses à travailler, notamment la partie thermique, toute la dilatation thermique liée au fait d'embarquer de l'hydrogène cryogénique dans le réservoir. Du coup, il y a une dilatation qui se crée, il y a des déformations, et ça, c'est des choses qu'il faut... c'est une approche qui est différente avec le composite qu'avec le métallique. Ouais. Oui, un avion élastique. Un avion élastique, exactement. Difficile à gérer. Juste, Anaïs, pour finir, on est d'accord que l'hydrogène, c'est super, mais ça veut dire une espèce de redéfinition un petit peu sur du paysage français justement en termes d'énergie et de choses comme ça. Il faut se recaler sur ces besoins-là, quoi. L'hydrogène, oui, c'est super, et comme d'autres solutions, et ça envisage vraiment une stratégie de compréhension des chaînes de valeur et où on veut se positionner dans les chaînes de valeur, et une stratégie d'aménagement du territoire et de production d'énergie en conséquence. Donc c'est très bien, mais il va falloir qu'on aille encore un peu plus loin dans la feuille de route de ce que sera l'hydrogène en France d'ici à 2030. Il y a encore un petit peu de travail. Tiens, juste, on n'a pas dit un avion Airbus qui vole à l'hydrogène, c'est pour quand ? Le fameux A380. Alors l'objectif, c'est l'entrée en service en 2035. Effectivement, je l'ai pas dit.
On a un avion d'essai qui devrait voler en 2026, c'est notre objectif interne. Mais pour ce qui est d'un lancement commercial et d'une commercialisation, et donc vous et moi, qu'on puisse faire un Paris-Dublin avec un vol à hydrogène, là il faudra attendre 2035, oui. Bon. On attendra, hein. Après tout, soyons patients. On le voit en tout cas 30 minutes pour aborder ce sujet, c'est pas suffisant, hein, c'est un sujet passionnant, mais en tout cas ça n'a pas fini de faire rêver les industriels de tout crin et partout dans la chaîne de valeur. Merci à vous deux. C'est l'heure de retrouver Xavier aujourd'hui sur le stand GI Avenir pour aller à la découverte de cette animation. Xavier. Oui, Jean-Sébastien, effectivement, GI Avenir, et nous sommes sur l'un des stands puisque il y a plusieurs espaces qui sont comme ça répartis à travers le salon Global Industries. Je suis justement en compagnie de Martin Capdevielle, qui est responsable communication marketing de ce salon. Martin, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi déjà un espace dédié à l'emploi et la formation sur ce salon Global Industries? Effectivement, Xavier, aujourd'hui, ici, on est sur une des briques de notre dispositif Global Industries Avenir. L'objectif d'un dispositif Global Industries Avenir, que d'ailleurs vous pouvez retrouver un petit peu partout dans le salon, c'est de valoriser les métiers de l'industrie dans un premier temps. C'est de donner envie à nos jeunes qui font leurs études ou qui terminent leurs études, leur donner envie de travailler dans l'industrie. C'est vrai qu'il y a quelques années, l'industrie avait une image un petit peu vieillissante. Aujourd'hui, on est là, on se doit, nous, organisateurs de Global Industries, de vraiment d'accompagner en tout cas les entreprises et véritablement de valoriser les métiers de l'industrie. C'est la raison pour laquelle on a plusieurs espaces. Ici, on est sur un espace GI Avenir, donc comme j'ai dit, spécialisé sur l'emploi. Et donc, on va effectivement se balader sur cet espace et on va découvrir pas mal de choses. Et oui, parce que je suis à la recherche d'un emploi, mais concrètement, qu'est-ce que j'y trouve exactement dans cet espace qui est relativement grand, mais qui est assez d'ici. Il y a plusieurs pôles. Effectivement. Alors là, vous avez une douzaine de sociétés qui sont présentes toute la journée aujourd'hui, qui étaient présentes. D'autres sociétés étaient présentes mardi, mercredi. Aujourd'hui, on a 12 sociétés qui sont là, qui ont des besoins en recrutement, que ce soit pour des offres d'emploi, des stages, de l'alternance, et ils viennent recevoir toute la journée soit des étudiants, soit des demandeurs d'emploi qui ont des vraies demandes, des vrais besoins, et les entreprises sont là toute la journée pour les recevoir. Ils les reçoivent. Il y a derrière en fait des entretiens qui sont individuels. Effectivement, il y a des coachings qui sont mis en place avec notre partenaire des arts et métiers, où là, typiquement, le visiteur vient avec une problématique. Je souhaite potentiellement rentrer dans la vie active, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Il a un coach en face de lui sur des séquences d'une demi-heure pour lui présenter un petit peu ce qu'il est possible. Ensuite, la possibilité, je veux devenir consultant. J'ai un coach également consultant qui est là pour répondre un petit peu à les besoins. Je veux lancer ma société de la même manière. Il y a 4 thématiques donc, qui sont soulevées et ils ont la possibilité de prendre rendez-vous et de faire une demi-heure de coaching avec un professionnel. Alors derrière la caméra, il y a aussi un partenaire important du salon qui est présent. Quelques mots là-dessus. Effectivement, 2 entreprises importantes qui nous accompagnent sur cet aspect job dating, cet aspect rencontre entre industriels et demandeurs d'emploi. C'est Randstad et Pôle emploi qui sont 2 partenaires forts du dispositif GI Avenir, sans qui d'ailleurs je pense que cette animation ne pourrait pas se mettre en place. Aujourd'hui, ils nous accompagnent déjà depuis 2018 maintenant. Et voilà, on remercie Randstad et Pôle emploi qui nous accompagnent du coup cette année. Et enfin, il y a ces 2 espaces-là qu'on découvre derrière vous, Martin. Un sur l'offre d'emploi, l'autre sur les candidatures. Ce sont des CV, des offres d'emploi qui sont réellement affichées et renouvelées de façon régulière. Quelles sont les principales tendances à l'heure actuelle sur ces offres? Alors effectivement, on retrouve donc sur ces 2 murs à la fois des offres d'emploi, de stages, d'alternance proposées directement par les exposants du salon et des candidatures, donc CV proposées là-bas derrière. Aujourd'hui, sur les offres d'emploi, déjà l'avantage qu'on a sur un salon Global Industries, c'est qu'on est sur un panel assez large. On va trouver aujourd'hui toutes les activités industrielles qui sont proposées. Donc aujourd'hui, les exposants qui ont des demandes d'emploi peuvent les faire directement sur cet espace. Et après, bien entendu, des nouveaux métiers, notamment sur la partie solutions environnementales, énergie, avec des métiers nouveaux qui sont un petit peu proposés. Et les candidats peuvent donc directement déposer leur CV, déposer leur candidature et potentiellement obtenir une offre d'emploi, de stage ou d'alternance. Donc y compris sur la thématique en lien avec l'émission d'aujourd'hui sur l'hydrogène. Complètement, exactement. Ça fait partie des thématiques fortes des salons. C'est la raison pour laquelle on a une émission dédiée comme celle-ci. Donc naturellement, sur les offres d'emploi, on va trouver des offres en lien avec cette activité. Alors Martin, quelque chose d'important, Global Industries, c'est 4 jours dans l'année. Est-ce que ça continue au-delà du salon? Le dispositif GI Avenir continue, dans le sens où une plateforme de recrutement a été mise en place il y a maintenant plus de 2 mois. C'est sur cette plateforme que d'ailleurs les exposants ont pu déposer des offres d'emploi et où les visiteurs ont pu déposer un CV. Cette plateforme sera encore ouverte pendant 2 mois après l'événement. Ça veut dire que les échanges continuent. On ne s'arrête pas seulement à 4 jours du salon. Ils peuvent continuer à déposer des offres d'emploi.
Les candidats peuvent déposer des CV, prendre contact avec les exposants en question. On valorise véritablement ces échanges entre industriels, entre candidats. On sait qu'il y a des besoins de recrutement forts sur ces aspects-là industriels. Donc on fait tout pour les accompagner. Donc pendant 2 mois, ils ont encore la possibilité de prendre part à cette plateforme et du coup de continuer les échanges. Donc vous voyez, Jean-Sébastien, un espace qui est très fréquenté, hein, ça fourmille de tous les côtés, réellement. Et puis on est en train de bloquer les jeunes qui sont juste derrière, qui veulent venir afficher leur offre, leur candidature. Merci beaucoup, Martin, pour cette journée. Merci beaucoup. À vous, Sébastien. Jean-Sébastien, pardon. Merci Xavier. On le voit, hein, l'emploi, c'est un enjeu hyper important en ce moment dans l'industrie. Voilà. Offreur ou bien chercheur d'emploi, allez-y, vous y trouverez forcément quelque chose. On revient sur le plateau, on est avec notre invité du jour qui est Daniel Richet, le directeur général du CETIM. Bonjour. Bonjour. Pardon, bonjour. Alors vous êtes directeur général du CETIM, pour ceux qui habiteraient sur une autre planète. C'est quoi le CETIM? C'est quoi ses missions? D'abord, bonjour à tous. Le CETIM, c'est le centre de recherche et de développement de tous les mécaniciens français. Alors la mécanique, c'est beaucoup d'entreprises. Hein. C'est plus de 11 000 entreprises qui sont à la fois les offreurs de solutions qu'on voit ici sur Global Industrie, qui sont très présents, offreurs de solutions de moyens techniques, hein, de moyens de production. C'est aussi des entreprises métiers, des usineurs, des chaudronniers, des découpeurs emboutisseurs qui font le socle industriel français mécanicien. Ce sont des producteurs de biens d'équipement, par exemple de machinisme agricole, les tracteurs, des engins de travaux publics. Ce sont des industriels avec des produits, par exemple dans le domaine du médical, sur les produits qui sont installés dans les hôpitaux, par exemple, qui sont des produits mécaniciens par essence. C'est aussi des producteurs de produits de grande consommation comme l'art de la table. Donc c'est un domaine extrêmement vaste. Il fallait un centre de recherche et de transfert de technologie pour l'ensemble de ces professions. C'est le CETIM qui incarne cette réalité. C'est un centre de recherche, c'est un centre d'accompagnement technologique pour des industriels qui sont d'abord et avant tout des PMI. 95% des 11 000 entreprises dont je parlais tout à l'heure sont des entreprises de moins de 50 personnes en France, 50 salariés, qui n'ont pas les moyens de faire de la R&D. Et il leur faut un centre mutualisé, c'est le CETIM, un centre de recherche parmi les 40 plus grands centres de recherche français, avec les mines télécom, le CEA, l'Institut Curie, Pasteur. Voilà, il y a au milieu le CETIM pour l'industrie. Alors on pense mécanique, hein, mais c'est un centre qui répond en gros aux grands enjeux sociétaux, la santé, l'alimentation, etc. Vous présentez pour la première fois là sur Global Industrie, pour ceux qui ne sont pas allés sur le stand du CETIM, enfin Film CETIM, allez-y. Vous présentez le Quatrium. Qu'est-ce que c'est que Quatrium? Alors, Quatrium, c'est la réponse à sans doute deux grands enjeux. D'abord, on parle beaucoup de réindustrialisation en France. Ça a été un thème de ces dernières semaines assez politique. L'industrie, elle est là. D'ailleurs, le salon en est une preuve assez dynamique. On voit beaucoup d'énergie autour de l'industrie et beaucoup de technologie. Donc l'industrie, elle est présente, elle est là. La réindustrialisation, c'est avant tout avoir conscience qu'on a une industrie qui, depuis effectivement les années 90, avec un chemin de désindustrialisation, on a sans doute un peu paupérisé les moyens de notre industrie. Bon, il y a un indicateur qui avait été l'origine d'ailleurs d'une nouvelle filière industrielle en France, hein, la filière solutions pour l'industrie du futur. L'indicateur de base, c'était de constater que le parc machine installé en France, c'est 17 ans de moyenne d'âge. Bon, donc on voit bien que il y a une question de compétitivité derrière cet âge moyen des équipements. Et un des grands enjeux finalement de ce projet Quatrium, c'est de travailler sur la remontée en gamme technologique des moyens de l'industrie, en particulier des PMI, qui sont le socle dont on parlait tout à l'heure, avec en corollaire un deuxième grand enjeu qui est celui d'une montée en gamme sobre et consciente des défis environnementaux, tant du point de vue de la consommation des matières que du point de vue de la consommation de l'énergie, de l'eau. Donc on a des grands enjeux dans cette montée en gamme qui ne sont pas que de la techno, on va dire, de type industrie du futur. Oui, c'est ça. On est sur l'industrie du futur, sur la transition écologique et énergétique. Il y a aussi une question d'attractivité qui est liée à tout ça.
J'imagine quand on met en œuvre des technologies du futur, forcément, on est plus attractif pour les jeunes, et, enfin, en tout cas pour la nouvelle main-d'œuvre, on va dire. Alors, oui, ça c'est un sujet effectivement important. On a une industrie qui doit devenir de plus en plus attractive, en particulier pour les jeunes. Ce défi de l'environnement, il est au cœur de cette attractivité. Aujourd'hui, quand j'embauche au CETIM des ingénieurs, des nouveaux ingénieurs, la marque employeur, elle est forcément teintée de son esprit RSE, son empreinte environnementale dans le sens que l'entreprise doit donner vis-à-vis de ses jeunes à ce que doit être l'industrie. L'industrie, c'est pas le problème pour l'environnement, c'est la solution sans doute par laquelle passeront des nouvelles technologies qui vont permettre de résoudre un certain nombre de problématiques environnementales. Donc c'est sur ce sujet qu'il faut aider l'attractivité des jeunes en se mobilisant tous. Je pense que la conscience maintenant est collective de ce sujet environnemental dans nos pratiques industrielles. Voilà, tous ces jeunes qui veulent sauver la planète ou en tout cas pas l'abîmer, qu'ils sachent que la mécanique est un moyen et pas une fatalité polluante. Voilà, et sur le domaine de l'environnement, nous sommes tous, on doit tous être conscients qu'il y a un côté offensif, bien sûr, à avoir dans ces défis technologiques, développer des nouvelles technologies pour tous ces défis environnementaux, qui va de soi, compte tenu des enjeux que nous avons sur la planète, l'attractivité des talents, on en a parlé, mais il y a aussi un défi un peu offensif, parce que ces sujets environnementaux vont se traduire par un certain nombre de réglementations. Il y a déjà eu des lois en France, loi climat, économie circulaire, mais d'autres réglementations vont être applicables entre maintenant et les 5 prochaines années, notamment en provenance de la Commission européenne. Ces réglementations pourraient se transformer en pénalisation économique pour les industriels si nous ne mettons pas en place conjointement des solutions techniques qui permettent effectivement de répondre aux exigences de ces réglementations. Donc il ne faudrait pas qu'on sombre dans ce qu'on avait appelé le pollueur-payeur qui finirait par pénaliser l'industrie et lui faire reprendre du recul en termes de compétitivité. Ouais, ce que l'automobile a vécu, le reste de la mécanique va le vivre et il faut s'y préparer. Quatrium, c'est au service de l'accompagnement des entreprises et en particulier des PMI. Quelle différence avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les accompagnements? Parce qu'en fait, il y en a d'autres, des solutions d'accompagnement. Alors, depuis 2015, Emmanuel Macron avait lancé un grand plan Industrie du futur en France. On l'a accompagné, le CETIM a accompagné ce plan depuis l'origine. Ce plan, il a eu comme conséquence la mise en place d'un certain nombre d'accompagnements d'entreprises, de PMI notamment. On peut comptabiliser à ce jour sans doute un peu plus de 15 000 diagnostics qui ont été faits en France par les régions, par l'État. Diagnostics pour faire un peu un état des lieux et puis signer des feuilles de route pour ces industriels vers l'industrie du futur, la montée en gamme, comme on vient de l'évoquer juste avant. Mais nous sommes restés à ce stade essentiellement sur des feuilles de route. Quatrium, le projet dont on parle, c'est l'épisode d'après. C'est l'accompagnement jusqu'au dernier kilomètre de la transformation de ces feuilles de route en projet industriel, en investissement transformant, avec une capacité à accompagner des entreprises qui souvent, vis-à-vis de ces technologies dont on parle, de robotique, d'intelligence artificielle, de digitalisation, de nouveaux procédés, de réforme des ateliers pour avoir de nouveaux modèles d'organisation sur les postes de travail, d'implication du personnel aussi dans ces évolutions. Ces technologies, pour beaucoup de PMI, les PMI sont des primo-accédants sur ces technologies. Donc il y a un défi qui est d'abord de leur faire découvrir ces technologies. C'est l'objet d'un salon comme celui-ci qui est extraordinaire pour apprécier ces technologies. Après, il y a la question de s'approprier la technologie. Il faut avoir des bacs à sable pour venir avec ces problèmes et customiser la possibilité qu'offrent ces technologies à son problème industriel, à son produit, à son process. Cette phase d'appropriation est une phase qui doit aussi être utilisée pour faire le lien avec les offreurs de solutions, l'intermédiation avec les offreurs de solutions. Donc
Projet Quatrium, c'est travailler en aval de ce qui a été fait en matière de diagnostic, accompagner les industriels jusqu'au dernier kilomètre, dérisquer les investissements qui sont souvent des investissements pour une entreprise de 50 personnes. C'est souvent l'investissement du quinquennat à venir de l'entreprise, donc il ne faut pas se tromper. Il faut dérisquer et surtout accompagner jusqu'au bout de l'industrialisation de ces solutions, de ces briques technologiques. Et cet accompagnement, il est dans le choix technique, ne pas se tromper, mais il est aussi dans des accompagnements qui ne sont pas techniques, qui sont dans le domaine de l'organisation, de la formation du personnel. Et donc Quatrium embarque autour de lui bien sûr le CETIM, mais aussi des partenaires en matière de formation et des offreurs de solutions pour accompagner ces industriels à franchir ces dernières étapes. C'est de l'accompagnement individualisé et donc pour en gros aider accompagner les industriels à transformer l'essai finalement, à pas seulement avoir une feuille de route, mais à la mettre en œuvre jusqu'au bout. Voilà. En gros, faire de ces 15 000 diagnostics, alors je ne vais pas être prétentieux, on ne va pas dire 15 000 réussites en matière d'investissement, mais qu'une bonne partie de ces diagnostics se transforme en investissement. Donc, de montée en gamme technologique par rapport aux 17 ans que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur les procédés, et effectivement en reprise de compétitivité qu'on appelle hors coût, pour faire simple, de l'industrie, puisqu'on a quand même une structure de coût en France, on peut s'en satisfaire, il y a un modèle social derrière, mais qui effectivement impose qu'on monte en gamme si on veut être compétitif sur le terrain de jeu international. En gros, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne savent pas forcément comment le faire, et c'est là qu'intervient Quatrium. Quatrium, c'est aussi des moyens qui sont très importants en fait, au service de ces PMI. Oui, Quatrium, d'abord, c'est le fruit d'une réponse à un appel à projet du gouvernement, donc pour lequel le CETIM a été retenu sur 4 projets régionaux, donc des dispositifs qui vont s'installer en région, des centres d'accueil de ces industriels, avec cette idée qui est un tour de force, qui est de permettre à un industriel, où qu'il soit en France, un responsable industriel de PME, un patron de PME ou d'autres, d'avoir accès à la totalité des installations très avancées de haute technologie, alors du CETIM bien sûr, mais aussi de ses partenaires, c'est-à-dire lui mettre à disposition où qu'il soit plus de 100 000 m² sans doute d'installations industrielles avec des équipements très avancés de production, des moyens techniques numériques, digitaux pour lui permettre effectivement d'avoir accès à de l'expertise, près de 1000 experts, des moyens techniques, et ceci à distance. C'est-à-dire que Quatrium est un projet pour accompagner vers le 4.0, c'est un projet 4.0 lui aussi en tant que tel, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire des moyens technologiques avancés, d'immersion à distance, d'échanges directs avec des experts sur l'ensemble du territoire, de liens avec les offreurs de solutions, sans doute aussi des industriels qui ont expérimenté, donc la mise en valeur des vitrines, par exemple, de l'industrie du futur, qui sont des cas d'usage, tout ça accessible depuis un point d'entrée, quel qu'il soit en France. Voilà. Donc c'est un défi technologique, c'est un défi d'accompagnement, c'est un défi de qualité de dialogue entre des experts et des patrons d'entreprises qui se posent ces questions de comment je dope mon entreprise avec de la technologie, en sachant que le défi, c'est qu'on ne part jamais d'une entreprise d'une page blanche. Cette entreprise, elle a des équipements de 17 ans d'âge, elle a des installations industrielles, et la question, c'est quelle technologie j'utilise pour mettre en 4.0 des dispositifs qui ont, pour certains qui sont nouveaux, mais d'autres qui ont 10 ans, 15 ans, des équipements industriels qu'on connaît. Voilà, donc c'est ce vrai défi d'accompagnement qui est au cœur de ce projet Quatrium. Oui, parce qu'on parle de transition, on parle de transformation, donc jamais on tourne le dos à l'existant. On a des choses qui fonctionnent. Ce serait pas réaliste. Et on a des métiers aussi qui sont importants, donc effectivement. Mais c'est quelquefois plus difficile de faire une transformation à la fois sur des technologies nouvelles comme celle dont on parle, et de le faire dans un cadre avec une vision environnementale sur de l'existant que de repartir sur une installation neuve. Mais il faut être réaliste. Vous avez quel objectif en termes d'accompagnement ? Alors l'objectif du projet qu'on s'est fixé, c'est 2000 accompagnements de transformation sur des briques technologiques de l'industrie du futur auprès de ces industriels. Donc c'est un objectif ambitieux, parce que ces accompagnements sont des accompagnements dans la durée, qui vont embarquer à la fois les équipes des industriels, des phases d'appropriation et des phases
d'accompagnement au choix et à l'industrialisation. Donc on est quand même sur des cycles de plusieurs mois d'accompagnement chez ces industriels. Pas uniquement sur le diagnostic, c'est pour ça que le cycle est beaucoup plus long. C'est ça. Forcément. On le disait alors, donc l'expérience de l'industriel quand il rentre dans une plateforme Quatrium, ça commence avec une zone d'embarquement. Et donc en fait la zone d'embarquement c'est une fenêtre ouverte sur toutes les technologies qui sont à sa disposition. Et donc ça avec une originalité presque, c'est vraiment ce côté 4.0 qui est très très marqué quand même. Oui, et puis avec cette idée qu'il faut faire de la haute couture 4.0. Chaque entreprise a sa spécificité. Je dirais l'originalité du CETIM par rapport à tous ces sujets, c'est que le CETIM embrasse une grande quantité d'expertise technologique dans le numérique autant que d'ailleurs dans les équipements avancés de production, dans les matériaux. C'est une journée hydrogène. Le défi matériaux est un défi 4.0. Parce que le défi hydrogène, ce sera un défi d'industrialisation pour avoir un coût des objets hydrogènes, je crois que ça a été dit précédemment, qui soit compatible avec les marchés qu'ils adressent, du transport ou même de la production même d'hydrogène. Avoir une compétitivité, c'est mettre de la technologie pour avoir la compétitivité, y compris sur ces sujets-là. Donc, il faut customiser ces accompagnements, tracer des parcours avec chaque industriel en fonction de sa problématique, qu'elle soit liée à une montée en gamme pour attaquer un nouveau marché, comme celui de l'hydrogène, par exemple, ou une problématique liée à son propre développement produit. L'industrie du futur ne doit pas être uniquement la fabrication du futur. Ça doit être aussi la réflexion sur les produits du futur, produits-services du futur. On a une nécessité de monter en gamme des produits français, des services associés, et on doit y injecter aussi de la techno à ces produits éco-conçus, éco-responsables, pour qu'ils deviennent des produits, on va dire, peut-être d'un niveau de gamme supérieur à celui moyen que nous avons aujourd'hui en France. Structure de coût un peu lourde, nécessité d'avoir des produits de moyenne gamme, de façon à être dans la compétitivité mondiale et de ne pas se faire enfermer dans un carré du jeu économique à fort coût et faible valeur ajoutée. C'est ça, être à la fois dans un étau avec des matières premières qui risquent de... Ce qui a été quand même l'une des conséquences de la désindustrialisation qu'on a pu vivre ces quelques décennies précédentes. En ce moment, on a une situation économique qui est quand même très particulière après déjà une pandémie qui a fait un peu de mal à tout le monde, mais on est bien remonté. Mais on est dans une situation avec des pénuries, avec de l'énergie chère, etc. Quel impact ça a sur ce job de transformation ? Si je peux donner un petit mot, c'est accélérer l'accélération. On est condamné aujourd'hui à apprendre dans l'industrie à vivre autrement, avec une approche de sobriété de l'énergie. Le coût de l'énergie nous touche tous, avec des inquiétudes très fortes, et on peut penser que on ne reviendra jamais en arrière là où on est, de là où on vient en matière d'énergie. C'est vrai aussi au niveau des matières premières, des matériaux. L'industrie mécanique souffre aujourd'hui de difficultés d'approvisionnement sur les matériaux, les métalliques, donc pour des problématiques aussi de quotas à l'entrée de l'Europe sur ces matériaux provenant des pays tiers. Donc on est dans des grosses difficultés d'approvisionnement qui vont durer. Il faut donc apprendre à vivre différemment sur la sobriété des entrants. Cet apprentissage doit passer par des solutions technologiques, des défis sur les matériaux. Il faudra savoir, y compris dans des domaines très pointus. Le prédécesseur venait de l'aéronautique. Les approvisionnements aujourd'hui en titane vont poser des questions importantes pour l'industrie aéronautique. Il faudra trouver des solutions alternatives. On n'y les trouvera pas pour toutes les situations, mais pour une partie de ces situations, il faut y travailler. C'est aussi un défi industrie du futur. C'est un défi environnemental pour la sobriété. Et donc, il faut accélérer si on veut effectivement faire face à ces enjeux qui proviennent à la fois de la suite de la crise Covid, de la guerre en Ukraine, mais aussi des difficultés qu'on perçoit aujourd'hui en Asie, en Chine, en matière d'approvisionnement, qui auront une trace durable. On ne va pas sortir de cette ornière dans les 6 prochains mois, c'est évident pour tout le monde. Oui, donc, accélérer tout ça.
Autant la pandémie, on a eu un arrêt brutal et une reprise qui finalement n'était pas si mauvaise. Autant là, la crise énergétique, c'est quelque chose qui va nous marquer. C'est une certitude, ce n'est plus une probabilité. Et au-delà de Catrium, pour tous ces défis qui sont technologiques, évidemment, les industriels peuvent compter sur le CETIM. Oui, bien sûr, le CETIM, c'est leur centre. Et il est ouvert à leurs besoins, à l'écoute. Très facile d'appeler le CETIM, voilà, ou par téléphone ou via Internet. On a un central d'accueil pour les questions que se posent les industriels. Ça s'appelle le SQR, Service Questions-Réponses. @cetim.fr, je en profite pour faire voilà. Mais il faut et des réponses au bout avec des experts qualifiés pour apporter une écoute d'abord et ensuite, on l'espère, quelques solutions. Vous venez avec votre question et le CETIM vous apportera une réponse dans les meilleurs délais. Et si vous voulez vous transformer, de la même façon, allez notamment sur le stand de Film CETIM, vous allez découvrir une zone d'embarquement comme on peut l'avoir sur les plateformes Catrium. C'est le moment d'aller découvrir ça, de voir un peu comment vous pouvez transformer le résultat d'un diagnostic en projet concret et en allant même jusqu'au bout, jusqu'à des conseils sur l'industrialisation et sur l'investissement en équipement. Voilà. Merci beaucoup Daniel Richet. Merci à vous. À très bientôt.